Donc, bonsoir à toutes et à tous, merci pour cette invitation. Donc, moi je me présente Marc Le Rocher, donc je suis militant. Alors les réseaux associatifs où j'ai pas mal œuvré, où je continue de militer, c'est France Nature Environnement au travers du Crépan de FNE Normandie. Et puis je milite aussi à la FUB, plus sur les aspects vélo. Et anciennement j'ai milité sur la FNOT, qui est une association d'usagers des transports mais de sensibilité écolo. Donc c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années que je milite sur ces questions. Et professionnellement, en fait, je suis cheminot à SNCF Réseau et j'ai un engagement syndical également à la CGT Cheminot. Alors là, ce que je vais faire ce soir, c'est pas je ne suis pas maître de conférence, je ne suis pas universitaire, c'est plus un regard de militant un peu pour essayer de répondre à la question, au vu de l'urgence écologique et énergétique, est-ce qu'on en fait assez sur le transport ferroviaire, que ce soit à la fois sur le transport des voyageurs et sur le transport des marchandises. Alors tout d'abord, pourquoi défendre le transport ferroviaire? Donc ce mode a des atouts écologiques indéniables. En termes de consommation d'énergie, vous voyez le petit schéma, avec 1 litre de carburant pour 1 tonne de marchandises transportées, vous voyez le ratio un petit peu, la distance parcourue par un train et par un camion. Également en termes d'émissions de CO2, qui est le principal gaz à effet de serre des transports, on voit bien effectivement par rapport à l'avion, à la voiture individuelle, on voit bien l'intérêt du transport ferroviaire. Il y a aussi toutes les questions de coûts externes en fait. C'est que toute la politique des transports qui est menée depuis des décennies en fait, qui a largement favorisé certains modes, notamment le routier et l'aérien au détriment des autres modes, ça engendre ce qu'on appelle en fait, des coûts externes, des externalités en matière de congestion, en matière d'accidents de la route, en matière de santé publique. Tout ça, ça a un coût qui est chiffré. Et on voit bien là encore que c'est le transport routier qui a un ratio très défavorable. Donc voilà, j'ai illustré effectivement, je m'excuse pour la présentation que j'ai faite, je ne suis pas un cadre en informatique, donc ça fait un petit peu scolaire, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais voilà, j'ai essayé que ce soit attrayant. J'ai mis une photo, effectivement, voilà, la sécurité routière également, parce que c'est vrai que le nombre d'accidents qui impliquent des poids lourds, c'est autant de drames humains derrière. Et puis également, écologie, c'est toujours l'écologie sociale, fin du monde, fin du mois, même combat. J'ai mis effectivement les gilets jaunes. Je pense que le ferroviaire est une bonne réponse à cette crise des gilets jaunes. Des ménages, effectivement, avec le prix du foncier en ville, les gens sont un peu étranglés par le prix du foncier, donc du coup, ils vont en zone périurbaine, pas forcément dans des endroits desservis en transport en commun. Et puis du coup, quand le coût des carburants augmente, les gens ont des difficultés à boucler les fins de mois. Donc effectivement, le ferroviaire est une des réponses aux aspirations, notamment des citoyens qui s'étaient exprimés lors de la crise des gilets jaunes. Donc là encore, effectivement, voilà, urgence écologique, la solution c'est le ferroviaire. C'est un petit peu pour préciser ce que je vous disais au niveau émissions de CO2, tant pour les voyageurs que pour les marchandises. Alors, train, quelle source d'énergie? Effectivement, très tôt, le ferroviaire, on a notamment ce qu'on appelle la SHEM dans le sud-ouest, la Société hydroélectrique du Midi. Très tôt, en fait, au début du XXe siècle, s'est préoccupé, en alternative au charbon, il y a eu un gros développement de tout ce qui est hydroélectricité dans le sud-ouest. C'était la Compagnie du Midi, c'était les chemins de fer Paris-Orléans. Et du coup, en fait, la SHEM, c'est encore une filiale de la SNCF pour justement faire fonctionner ces trains à l'hydroélectricité. Alors, je suis allé voir un petit peu, voilà, parce qu'effectivement, il y a la question du nucléaire et puis comment fonctionnent les trains. En Hollande, en fait, alors je m'excuse pour la photo qui est décalée, je ne sais pas comment ça se fait. Les chemins de fer hollandais, en fait, sur leur site, ils mettent en avant le fait que 100% de l'électricité qu'ils utilisent pour faire rouler leurs trains proviennent de l'éolien. J'avais aussi cité les exemples, alors là je ne sais pas pourquoi c'est allé là, est-ce que c'est après? Non, ça a disparu. En Espagne aussi, en fait, la Renfe s'approvisionne en bonne partie d'énergie d'origine renouvelable. Et c'est vrai qu'il y a des gros progrès à faire, je pense, en matière notamment de récupération d'énergie. En fait, un train, quand il est lancé à pleine vitesse, il y a une décélération, il y a une inertie, il y a un gros boulot à faire en progrès pour économiser l'énergie pour le matériel roulant. Donc ça, c'est une petite parenthèse là-dessus. Alors voilà une carte du réseau ferré normand en 1938. J'aime bien la comparaison, en fait, c'est une toile d'araignée ferroviaire, vous voyez. La Normandie, vraiment, les 4 coins de la Normandie étaient irrigués par des voies ferrées. Notamment, vous voyez, Canflers-Laval, on est en agglomération caennaise. Il y a la ligne Paris-Granville. Au sud, il y avait une possibilité aussi de faire Paris, enfin une radiale qui était parallèle à la ligne Paris-Granville. Donc ça, c'est 1938. Et attention, 2020, on voit, ça a vraiment sabré le réseau ferré. Ça a été un peu la même chose que les tramways qui ont été supprimés dans les villes.
est passé notamment dans les années 70, il y a eu une grosse vague de fermeture, le plan Chaban-Delmas notamment, et vous voyez, il y a vraiment notamment l'ex-Basse-Normandie, c'est des endroits, c'est des déserts ferroviaires. Vous voyez, quand on habite sur le sud de la région, qu'on soit du côté de Domfront, Saint-Hilaire-du-Harcouët, même le milieu du Calvados, et on verra que cette tendance, malheureusement, continue. Donc voilà. Alors, le rail actuel, alternative crédible à la voiture, parce qu'il y a des gens, on leur dit, effectivement, on défend les transports en commun, est-ce que, bah oui, mais laissez votre voiture, prenez le train. Est-ce que ça fonctionne bien? Alors, il est évident que pour que ça fonctionne bien, que les gens délaissent la voiture, il faut fiabiliser le ferroviaire. Là, j'ai mis effectivement des problèmes indéniables aux causes diverses. On a du matériel en Normandie qui est vieillissant. Vous voyez, à droite, alors je vais parler de technique, c'est ce qu'on appelle les BB 15000, c'est des machines qui ont 12 millions de kilomètres au compteur. Elles ont plus de 40 ans d'âge, donc là, elles sont en train d'être radiées. Du coup, maintenant, on a des Omneo en Normandie qui sont livrés, donc c'est du matériel plus moderne. Mais voilà, donc ça, c'était source de panne, parce que voilà, c'est comme une voiture qui est usée, bah, ça doit partir en maintenance plus régulièrement, donc c'est des causes de difficulté. Bon, un matériel très hétérogène. Alors, je m'excuse, sur mon PowerPoint, ça passait bien, puis là, ça passe plus bien, bon, c'est pas grave. D'autres causes, en fait, vous voyez, Gardement-la-Jolie à droite, il y a ce qu'on appelle des goulets d'étranglement. En fait, le ferroviaire s'est tellement développé, notamment l'Île-de-France, bah, la capacité maximale des voies est atteinte, donc du coup, ça coince. Donc là, c'est pour ça que moi, personnellement, en tant que militant écolo, la LNPN, Ligne Nouvelle Paris-Normandie, je ne suis pas pour sur la totalité, mais c'est vrai que le tronçon Paris-Mantes, pour séparer le trafic grande ligne de la banlieue, ça peut paraître intéressant. Là, j'ai mis une photo aussi de travaux. Le réseau ferroviaire, en fait, ça s'use. Je prends la ligne Cantour, quand Alençon-le-Mantour, il y a ce qu'on appelle des traverses béton bibloc. Donc, je parle un peu technique, mais c'est pour vous expliquer un exemple concret. Il y a deux blochers en béton qui sont tenus par une entretoise. Et en fait, le rail vient de poser dessus. Bah ça se corrode, ça s'use, ça pète au milieu. Du coup, il y a des surécartements au niveau des rails. On est obligé de faire ralentir les trains. Donc, tout ça, ces composants, il faut les changer. Mais en ferroviaire, c'est tout de suite, ça chiffre assez vite. Et enfin, il y a d'autres causes, ça effectivement, notamment les arbres qui tombent sur les voies. Ça, c'est des choses, on essaie d'élaguer, mais c'est des sources de dysfonctionnement importantes au niveau des trains. Autre cause de difficulté, c'est bien sûr les horaires inadaptés. C'est des plages horaires qui ne sont pas assez grandes. C'est ce qu'on appelle le cadencement en Suisse, en fait, c'est des dessertes de trains régulières à heures régulières et puis rapprochées au quart d'heure ou à la demi-heure. Ça, il y a encore des coins où c'est difficile en Normandie. Des correspondances qui sont ratées parfois pour quelques minutes. Donc tout ça, il y a un boulot à faire pour améliorer les choses. Le personnel aussi, parce que c'est vrai que maintenant, on demande de faire des économies, donc on ferme les guichets, on met de moins en moins de personnel. Du coup, quand il y a un malade, c'est compliqué de remplacer. Ça devient difficile. Donc voilà, ça c'est d'autres causes pour fiabiliser le train. J'ai envie de dire aussi une absence de culture train. C'est vrai que les élus locaux, quand on va les voir, quand on allait les voir pour défendre les voies ferrées, c'est toujours « ouais, le ferroviaire, on verra ça dans 10 ans. Par contre, nous, ce qu'on veut tout de suite, c'est les autoroutes, les 2x2 voies. » Ça, c'est clair. On attaque beaucoup la SNCF en disant qu'il y a une priorité sur le tout TGV. Moi, j'ai envie de dire quand même aux élus, pendant des décennies, que ce soit de droite ou de gauche, à l'exception des écolos, il a toujours été demandé des routes, des routes, des routes. Ça, je l'ai entendu quand on a défendu la réouverture de la voie ferrée Canflair. Vous êtes des nostalgiques de la lampe à huile et de la marine à voile, et le train, c'est le communisme. Un maire de Suisse normande nous a sorti ça quand on défendait les transports en commun. Ouais, mais votre truc, c'est le communisme. Donc ça, véridique, ça monte bien un peu le niveau. Quand on arrive, on voit un élu, effectivement, on avance l'aménagement équilibré de territoire, l'urgence climatique, ils vous sortent ça. Même au sein de l'entreprise, ferroviaire devient parfois un gros mot, vive le bus. C'est clair qu'au sein de la SNCF, même, il y a des cadres qui tiennent le discours de dire que le train, c'est trop coûteux, les bus, c'est très bien, les élus, c'est pareil. Sous le mandat de M. Morin, en fait, sur la ligne Caen-Le Mans, on a mis des bus à la place de certains trains. Caen-Le Mans en bus, c'est 3 heures. Donc c'est vrai que c'est rédhibitoire pour quelqu'un qui veut se laisser la voiture, il ne va pas passer 3 heures dans le bus. Donc voilà quelques exemples aussi qu'il est bien d'avoir à l'esprit. Alors la concurrence, amélioration pour l'usager ou l'heure, alors là effectivement c'est pareil, les tenants du libéralisme en fait vous disent que la concurrence ça va tout régler. On l'a vu dans le fret ferroviaire. 2003, ouverture à la concurrence pour le fret international. 2006, ouverture à la concurrence au niveau national. On va le voir après, les volumes transportés ont continué de chuter. C'est une chute inexorable au niveau du fret ferroviaire, à un niveau absolument catastrophique. La concurrence n'a rien réglé. Donc voilà, effectivement, ce n'est pas forcément la panacée.
Alors j'ai envie de dire, pour aller plus loin sur la transition écologique et le rail, rouvrir des lignes est un marqueur du changement. Vous voyez, en fait, je vous montrais la carte tout à l'heure, il y a un certain nombre de lignes ferroviaires qui dorment sous les ronces. Ils sont fermés parce qu'on les a fermés dans les années 70, c'est le cas de la ligne Canflair par exemple. Et grâce au boulot d'une association, en fait, la FNOT, des militants, notamment des juristes, qui ont fait des contentieux, c'est une action contentieuse pour faire avancer le schmilblick. Avant, quand il y avait une voie ferrée sous les ronces, dans la tête d'un élu, d'un décideur, d'un président de conseil régional, c'était on fait une voie verte. Grâce au boulot qu'a fait la FNOT, en fait, maintenant, on s'interroge, cette voie ferrée, ok, elle ne sert pas tout de suite, est-ce qu'il est pertinent de la remettre en service pour les voyageurs ou pour le fret, ou alors est-ce qu'on fait effectivement une voie verte pour les modes actifs? Donc maintenant, la question se pose clairement. Là, je prends l'exemple en Normandie, 3 lignes qui sont réactivées, notamment la prioritaire, c'est Rouen-Évreux. Actuellement, en fait, entre Rouen et Évreux, il y a une voie ferrée qui dort, il y a certaines parties qui ont été vendues à des agriculteurs qui sont accaparés, donc il y a encore l'emprise par endroit, mais par endroit, elle n'existe plus. Rouen-Évreux, en fait, c'est un potentiel très important de voyageurs au quotidien, parce qu'actuellement, les gens qui veulent laisser la voiture, ils doivent prendre des bus qui ne sont pas forcément attractifs. Et là, il y a une étude qui a été menée justement récemment, parce que la région, finalement, quand même, notamment grâce à la pression associative, a relancé une étude sur réactiver Rouen-Évreux. Et en discutant avec le bureau d'études qui a bossé dessus, Rail Concept, il dit que c'est un potentiel de report modal et de réduction des émissions de CO2 si on rouvre cette ligne qui est énorme. Donc vraiment un intérêt écologique important. Donc ça, c'est des exemples de lignes qui pourraient être réactivées. Alors, est-ce que c'est une utopie? En France, il y a des lignes qui ont été rouvertes. C'est ce que je vous disais, un potentiel de transport important, un report modal efficace en termes de bilan carbone. Canflair, si vous voulez rouvrir Canflair, remettre du TER, 100 millions d'euros sur la table. Rouen-Évreux, une étude qui date un peu, 135 millions. Glos-Montfort-Honfleur, la ligne de Honfleur, et notamment pour les Parisiens qui viennent en villégiature, 65 millions d'euros. Effectivement, pour le porte-monnaie du consommateur, c'est des sommes énormes. 100 millions, 135 millions. Mais là, c'est ce qu'on a mis par rapport aux investissements routiers. En fait, vous voyez que c'est peanuts. Là, je sais que vous allez avoir une étape à Alizé avec le maire de Pont-de-l'Arche, Arnaud Levitre, etc., où vous avez question notamment du contournement autoroutier de Rouen, le contournement Est. Ce projet autoroutier, 40 km, on est 1 milliard d'euros. Vous voyez en fait les ratios. Donc, tout est question de volonté politique. Le problème de ces grosses infrastructures routières, c'est exactement comme l'EPR. En fait, là, on atteint, je crois, c'est 12 milliards d'euros, c'est ça l'EPR? 19, bon, tu vois, ça continue de monter sans cesse. Le problème de ces infrastructures routières, c'est que ça mobilise des crédits très importants qui font défaut aux alternatives. Exactement pour l'EPR, ça mobilise du pognon qui fait défaut au développement des énergies renouvelables. Donc vous voyez, en fait, possible techniquement, financièrement, mais ça nécessite clairement une volonté politique. Bon, d'autres choses à faire aussi dans les possibilités pour développer le ferroviaire, c'est des arrêts à rouvrir ou à créer. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça, j'ai mis ça pour les copains de l'aérien aussi, un réseau existant optimisé. Donc ça, il y a possibilité de créer des liaisons directes. C'est le retour des trains de nuit aussi. Ça, c'est vraiment une alternative à l'aérien. Il y a encore quelques temps, moi, quand je suis rentré, ça fait 15 ans que je suis à la SNCF. Il y a un jour, je vous raconte la petite anecdote, il y avait un mouvement de grève. J'ai commencé au RERC à Paris-Austerlitz. Et dans ces cas-là, il y a des gilets rouges qui descendent, souvent les gilets rouges, pour informer les voyageurs. Et là, c'était un cadre, en fait, un cadre gilet rouge. Et je discute avec lui, j'engage la conversation, parce qu'il ne connaissait pas bien Vitry-sur-Seine, il ne savait pas où c'était, Orly, etc., il ne savait pas. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites de beau, chemin de fer? Il me dit, je travaille sur les trains de nuit. Alors je dis, les trains de nuit, je dis, c'est vachement bien. Là, l'autre coup, j'ai pris le Paris-Amsterdam, on partait de 23h à Gare du Nord, tu pouvais mettre ton vélo gratuitement, tu arrives à 7h à Amsterdam. Je dis, c'est vachement bien. Il me dit, oui, mais j'ai participé à sa suppression, personnellement, à ce train-là. Il n'y avait pas assez de monde, 150 personnes en moyenne, c'était pas suffisant. Et il me dit, le concept des trains de nuit, c'est quelque chose qui est totalement dépassé. Vous verrez, même dans 10 ans, le Paris-Nice sera supprimé. Et effectivement, on voit que ça, malheureusement, vous voyez, la suppression des trains de nuit, c'était dans les tuyaux depuis très longtemps. Alors là, vous avez vu que Jean Castex a repris un train de nuit. Ça y est, il y a une relance des trains de nuit, parce qu'il n'y avait plus que le Paris-Briançon, le Paris-Rodez et un petit peu la Tour de Carole, parce qu'en région Occitanie, ça s'est bougé. Mais là, effectivement, le Paris-Nice a été relancé. On assiste à une relance des trains de nuit. Le gouvernement, à horizon 2030, effectivement, envisage de recréer un certain nombre de liaisons, notamment en réponse aux vols court et moyen courrier. C'est vraiment une alternative crédible, et notamment le flyscam, la honte de prendre l'avion. C'est vrai que partout en Europe, notamment les chemins de fer autrichiens qui relancent les trains de nuit, ça reprend, il y a une demande réelle pour ce type de déplacement, et ça fonctionne très très bien. Le fret ferroviaire maintenant, parce qu'on parle beaucoup des voyageurs,
Est-ce que c'est une priorité réelle? Part du fret ferroviaire, transport marchandises en France, on est descendu en dessous des 10%, comme je vous disais, malheureusement. Des files ininterrompues de camions, vous preniez la 13, vous preniez la 1, c'est une catastrophe. Alors, c'est pas prêt de s'arranger, parce que clairement, au-delà des effets d'annonce, on relance une ou deux autoroutes ferroviaires dans le coin, etc., il n'y a pas de volonté politique réelle de relancer le fret ferroviaire. Tout simplement, moi je suis comme Saint-Thomas, je crois que ce que je vois, j'ai mis abandon et redevance poids lourd. En fait, l'idée de l'écotaxe, moi personnellement, j'étais pour. C'était à l'image de ce qui se faisait en Suisse. Un camion qui utilise une infrastructure, en fait, il va payer parce que voilà, il dégrade l'infrastructure, c'est pas aux citoyens de payer la dégradation de l'infrastructure. Ça permettait après de dégager des financements pour moderniser le ferroviaire. Ça avait un impact. C'est ce qui se fait en Suisse, c'est qu'ils relancent, ils modernisent les flottes de camions. Ça permet aussi de mieux remplir les camions et de diminuer leur nombre. Donc ça, c'était quelque chose qui était intéressant. C'est, voilà, vous connaissez l'histoire de l'abandon de l'écotaxe. Tout ce qui est fiscalité environnementale, cadeaux fiscaux, transport routier, autorisation des 44 tonnes, les projets routiers, ça on en a parlé. Le dumping social aussi dans le transport routier de marchandises. De plus en plus, les chauffeurs routiers, c'est des Slovènes, des Ukrainiens, des Roumains qui sont sous-payés. Quand la DDTM en fait, fait des contrôles au niveau du transport de marchandises, c'est des infractions au temps de conduite. Il y a aussi tout ce qui est malheureusement, quand on ouvre le journal, il n'est pas rare, il y en a au moins un ou deux dans le mois, des camions qui prennent les autoroutes à contresens parce que le gars il est crevé ou alors usage de stupéfiants ou d'alcool. Donc il y a un gros sujet là-dessus également. Et puis aussi la stratégie de fret SNCF. Je vous ai dit tout à l'heure, ferroviaire devient un gros mot pour certains cadres de l'entreprise. Le fret ferroviaire, c'est exactement pareil, c'est quelque chose qui fonctionnait bien. Moi, je prends l'exemple à Bayeux où j'habite. Il y avait une usine de pinard, en fait, une usine d'embouteillage. Ils recevaient 2 trains par semaine, ça se passait très bien, en fait, c'était du train, bon, c'était pas des grands crus, ça venait du sud de la France et puis ça venait se remplir à Bayeux, puis après ça repartait pour approvisionner les supermarchés du Nord-Ouest. Ça fonctionnait très bien. Et puis du jour au lendemain, le patron de l'usine, il m'a dit, j'ai reçu un courrier de fret SNCF qui me dit, on continue à vous livrer vos wagons 2 fois par semaine. Par contre, c'est une augmentation de 25% de tarifs. Parce qu'il voulait s'aborder ce qu'on appelle le wagon isolé. Le patron, il a maintenu ça quelques mois, puis après il a pris le bottin, transporteur routier, tac, et maintenant c'est des camions qui viennent de Béziers, de Marseille, des régions productrices, alors que l'embranchement est là, on l'entretient encore, mais il y a les monceaux de palettes et de citernes. Deuxième exemple concret aussi sur le fret SNCF, pour vous dire un peu l'état d'esprit dans l'entreprise. Il y a quelques années, il y a dans la boîte, au niveau de la SNCF, ce qu'on appelle les trophées des réussites de la SNCF. Et il y en avait un sur le fret qui a osé, qui figurait dans les candidats à la récompense. On a une filiale en fait qui transportait des bobines de papier entre la France et l'Espagne avec des camions 44 tonnes. Des camions, j'ai bien dit. Et il figurait dans les trophées SNCF pour le fret ferroviaire. Ça montre bien l'état d'esprit en fait. Heureusement, il n'a pas été retenu, mais voilà, il n'y a pas besoin de longs discours quand on voit des choses comme ça. Enfin voilà, les vieux cheminots qui ont connu le ferroviaire, ils se retournent dans leur tombe avec des trucs comme ça. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Le fret ferroviaire en Normandie, alors là, je suis désolé, j'ai mis la photo du seul trafic qui reste, c'est les déchets nucléaires. Je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est un fait. Effectivement, le seul trafic de fret SNCF régulier, c'est la plateforme de Valogne. Et c'est quasiment quotidiennement en fait, des wagons qui partent à la rivale à l'expédition au niveau des déchets nucléaires. Alors, fret SNCF le conserve parce qu'en fait, c'est très rémunérateur, quoi. Orano, en fait, ils font des gros chèques, parce que c'est une desserte qui est quand même coûteuse. Ça vient souvent de Sotteville, bon, je ne devrais pas dire les parcours, mais ça vient de Sotteville ou ça vient de la vallée de la Drôme, Valence, vers Saint-Rambert-d'Albon. Et c'est vrai que parfois, c'est une machine avec un wagon, enfin, c'est un coût de desserte énorme, mais comme Orano paye, en fait, la SNCF continue de desservir. Donc il n'y a plus que 5 ITE. ITE, c'est un peu technique, en fait, c'est le rail qui rentre dans l'usine, c'est installation terminant branché, et on transporte des cailloux pour faire des routes, des céréales et puis des déchets radioactifs. Et après, vous voyez, en Haute-Normandie, moins de 5% des containers partant du Havre empruntent de la voie ferrée, donc vous voyez en fait où on est un peu le fret ferroviaire en France, quoi. Alors, développer le fret ferroviaire, c'est l'affaire de tous. Ça se termine, parce que je pense qu'au niveau des délais, je commence à être... voilà, c'est du rôle de l'Europe, de l'État, des régions, des chargeurs, des entreprises et puis aussi des élus locaux. Bon, tout n'est pas noir. C'est vrai qu'en Normandie, bon, notamment, vous voyez, il y a une ligne qui a été modernisée entre Serqueux et Gisors.
Alors là, on peut féliciter M. Morin, parce qu'il a tenu bon, en fait. Alors, je ne sais pas si la conscience écologique de M. Morin, j'en sais rien, mais c'est vrai que les milieux havrais, économiques havrais, demandaient cet itinéraire qui permet d'expédier les marchandises du port du Havre directement en Île-de-France par un itinéraire quasi dédié. Et entre Serqueux et Gisors, il y avait beaucoup de protestations de riverains, justement. Alors c'est là que nous, écolos, je pense qu'on a un boulot aussi d'acceptabilité, parce qu'on a envie de dire aux gens, bon, certes, les trains de fret, c'est plus bruyant, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de levées de boucliers de riverains par rapport à cette opération de réouverture et de développement du fret ferroviaire. Donc voilà, voilà un petit peu ce qu'il en est là-dessus. Puis pour le fret, bon bah voilà, juste pour vous dire que l'agglomération caennaise, en fait, c'est une des rares agglos du nord-ouest de la France où il n'y a plus aucun wagon de fret ferroviaire. Alors là, sur la pression notamment associative, syndicale, quand la maire, ça y est, a lancé une étude pour regarder notamment sur le port de Camp-Blainville ce qu'on peut faire pour relancer le fret ferroviaire. Mais c'est vrai que, vous voyez, Normandy, j'ai mis Normandy, en fait, c'est la grosse plateforme de tri sélectif qui va collecter pour expédier après vers les filières de recyclage. Et c'est présenté comme un modèle un peu par les élus locaux. Mais il est évident que quand on arrive en disant « est-ce que vous avez pensé au mode alternatif ?» ça ricane, ils n'en ont rien à foutre en fait. Là, actuellement, les déchets comme la papeterie de la Chapelle d'Arblay a fermé, ça part dans les Vosges quand on leur parle, donc ça fait 800 km en camion. Quand on leur parle de wagons, bah, ils ricanent. Alors que vous allez dans le département de l'Oise à côté, ça marche très très bien. Ouais, juste pour terminer, je vous ai mis ça, train plus vélo en Normandie, un recul intolérable. Mais je vais terminer quand même sur une note positive, parce que l'idée, c'est pas de déprimer, c'est de montrer que quand on continue à se mobiliser, ça avance. En fait, en Normandie, comme je vous disais, le matériel est très vieillissant. Paris-Rouen-le-Havre, Paris-Caen-Cherbourg, c'était les corails intercités, nos bons vieux corails. Et vous pouviez mettre par rame jusqu'à 18 vélos, gratuitement. En fait, c'était intéressant. Et quand en fait la région Normandie, comme ils ont repris la compétence Intercity, ils ont modernisé le matériel, ils ont commandé les Omnéo Premium, ils n'ont prévu que 3 emplacements vélos dans les Omnéo. Donc on est passé de 18 places à 3, alors que toutes les collectivités locales disent on veut développer un tourisme avec un bilan carbone moins fort, véloroute voie verte, donc ça va complètement à l'encontre. Donc vous voyez, les assos de cyclistes, on a organisé une manifestation, je ne sais pas si vous reconnaissez Karima Deli qui était venue nous soutenir. On a fait une manif devant le conseil régional avec 13 associations cyclistes normandes, d'Île-de-France, de Picardie aussi. Et du coup, en fait, bon, la région a reconnu un peu son erreur et là, ils ont recommandé 27 nouveaux trains qui vont remplacer sur du Paris-Rouen, Paris-Évreux. Et là, par contre, il y aura beaucoup plus d'emplacements vélo, donc ils ont retenu la leçon. Donc la conclusion, bah, écoutez, je vais m'arrêter là, c'est qu'il faut continuer la mobilisation, parce que tous les exemples un petit peu que j'ai montrés, vous voyez, ça avance grâce à la pression citoyenne. Donc voilà, il faut continuer les rassemblements, même si ça avance difficilement, que voilà, ça avance trop lentement. Mais voilà, si on n'est pas là, si vous n'êtes pas là, effectivement, comme la marche pendant votre été, bah, ça n'avance pas. Donc on continue à se mobiliser, puis voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, nous sommes l'association ACAPAC, association contre allongement de la piste de l'aéroport Caen-Carpiquet. Donc, cette association a été créée en 2019. C'est une association de citoyens regroupant en majorité les habitants de tout le sud de la région caennaise, en majorité. On a quelques gens qui sont d'autres communes, même dans Caen, mais ce n'est pas pour tout à fait les mêmes raisons, quoi. Donc, la majorité, c'est tout le sud de Caen, Louvigny, Fleury, Ifs, Saint-Mont-Vieux-de-Doré. Donc, je vais vous donner les projets de Caen-la-Mer. Donc, on est contre l'allongement de la piste. Je vais vous expliquer pourquoi. L'aéroport de Caen-Carpiquet, avec 350 000 passagers annuels, a le vent en poupe. Afin de poursuivre sa lancée, il veut à l'horizon 2022 allonger sa piste de 350 mètres. Donc, pour cela, il faut dévier la route départementale 9 sur 1,8 km. En octobre 2022, la piste de l'aéroport devrait donc allonger de 350 mètres pour atteindre une longueur totale de 2250 mètres. Un allongement vers l'ouest a été privilégié afin de limiter les coûts et la consommation de terres agricoles. L'opération reviendra tout de même à 11 millions d'euros, dont 8,5 millions d'euros à charge de Caen-la-Mer. Les deux... Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Ah oui, si vous voulez. Les 2,5 millions investis par le département seront consacrés à la déviation sur 1,8 km de la route départementale 9.
Donc les coûts, l'allongement de la piste, 11 millions d'euros, sans doute plus au regard des 40 millions d'euros estimés pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Nantes, qui sera allongé de 400 mètres. Nous, on a 350 mètres et on a 4 fois moins. C'est bizarre. L'arrondissement de l'aérogare, environ 1 million d'euros. L'extension des parkings avions, 5 millions 5 euros. L'extension du parking véhicules publics, 1 million d'euros. Et l'achat de 20 à 25 hectares de terres agricoles nécessaires. L'objectif, c'est 500 000 passagers. Pour les élus, l'allongement de la piste, c'est la suite logique de l'embellie dont bénéficie Caen-Carpiquet. Alors que les prévisions pour 2018 font état de 250 000 passagers, l'objectif à terme est de doubler cette fréquentation avec 500 000 voyageurs. Des avions plus gros de 100 places au lieu de 70 pourront atterrir et décoller. Le projet prévoit des avions plus gros, 100 places au lieu de 70. Aujourd'hui, 6 destinations utilisent plusieurs fois par semaine des A319 pouvant transporter 150 passagers suivant leur configuration. Nous ne pouvons pas imaginer que des compagnies prennent plusieurs fois par semaine des risques à utiliser l'aéroport de Carpiquet avec des avions de 150 passagers. Donc là, on ne comprend pas pourquoi l'allongement de la piste et ne pas le passer de 310 à 100 alors qu'il faut atterrir des avions de 150 passagers. Quels sont les objectifs réels pour l'arrondissement de la piste? Utiliser des avions de 200 à 250 passagers. Point d'interrogation. 15 destinations sont dans le catalogue des aéroports, dont 7 via l'aéroport de Lyon. On peut s'étonner des destinations vers Brest, Lille, Nantes, Strasbourg, transitant par Lyon. Quel bilan carbone pour ces liaisons avec 2 décollages et l'allongement des distances? Or, il est indéniable qu'un agrandissement de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet entraînera une augmentation d'une part du trafic aérien, d'autre part de la fréquentation automobile du territoire. Dès lors, une forte augmentation des gaz à effet de serre est à prévoir. De plus, les travaux liés à l'arrondissement de l'infrastructure supposent la bétonisation des terres agricoles. Ce projet visant à intensifier le trafic aérien illustre l'incohérence entre les politiques publiques et l'urgence climatique à laquelle nous devons faire face. Le projet d'allongement de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet est une aberration face aux engagements de l'État quant à la neutralité carbone et représente un réel danger pour la santé publique. Moi, je vais vous évoquer un peu les raisons qui ont fait qu'on a créé la CAPAC, avec un petit argumentaire qui a suivi d'une part des pétitions et puis un certain nombre de réunions politiques, de réunions publiques qu'on a fait en partie sur Bretteville, Louvigny et Fleury. Il s'avère que depuis un moment, avec le problème du Covid, les réunions tout de suite ne fonctionnent pas de possibilité de contacter les gens, pas de possibilité de se rencontrer. C'est devenu relativement difficile pour nous de mettre en place un fonctionnement correct, on peut dire. Donc le projet de la piste de l'aéroport de Carpiquet est un projet de l'ancien temps, à la fois dépassé et dangereux, tant au point de vue climatique, sociétal qu'économique. Continuer de réfléchir à partir de cette approche et d'une vision à très court terme dont les effets sur le moyen et le long terme nous sont connus et accessibles à partir des travaux menés par une équipe scientifique du GIEC. Au niveau climatique, l'explosion du transport aérien heurte de plein fouet les objectifs de la COP21. Depuis 1990, une augmentation de 80% des vols est constatée au niveau mondial. Entre 1990 et 2010, notre planète a subi plus de 25% d'émissions de CO2, dont 70% dues à l'aviation. Pour comparer l'impact climatique des différents modes de transport, les chiffres les plus utilisés sont ceux des émissions de CO2 par voyageur au kilomètre, c'est-à-dire les émissions pour un voyageur parcourant 1 km grâce à ce mode de déplacement. Sur ce critère, l'avion ressort en tête du classement des modes les plus polluants, dans des proportions similaires à la voiture individuelle et avec des émissions de l'ordre de 45 fois supérieures au TGV, ou 15 fois pour la moyenne des trains à longue distance. Cela permet d'illustrer par exemple qu'un voyage Paris-Marseille aura le même impact en avion que pour une personne seule en voiture, quand on sait le nombre de personnes transportées dans le train. Mais un impact 45 fois plus important que s'il était réalisé en TGV. S'appuyer sur une amélioration à venir des efficacités des moteurs d'avion est de l'ordre de l'escroquerie intellectuelle. Outre que cette plus grande efficacité des réacteurs n'est encore qu'un pari sur l'avenir, la croissance annoncée dans la décennie à venir du trafic aérien annihilera
complètement cette réduction théorique de la consommation de carburant des moteurs. Par ailleurs, l'augmentation du trafic aérien entraînera obligatoirement une augmentation des gaz à effet de serre et diminuera la qualité de vie des habitants proches des aéroports, plus de 40 000 quand même ici. Dégazage, nuisances sonores, qualité de l'air dégradée. Au niveau sociétal, le réchauffement climatique est un problème majeur pour l'humanité. Il nous impose dorénavant de changer de mode de vie, de politique publique, de modèle de développement économique. Lutter contre nécessite des évolutions dans notre consommation d'énergie. Cela implique des déplacements doux et la limitation des transports polluants dont l'aviation fait partie. Changer de mode de vie, c'est aussi se re-questionner sur la façon d'organiser nos déplacements, qu'ils soient professionnels ou personnels. Selon la Direction générale de l'aviation civile, seuls 25% des voyages en avion partant ou arrivant en France sont liés au travail, c'est-à-dire peu. Loin derrière les vacances, 48%, et à peine devant les visites à des amis ou à la famille, 21%. À Caen-Carpiquet, entre 2007 et 2018, plus 51% de vols touristiques sont enregistrés. On annonce que le nombre de passagers principal pour les voyages touristiques a déjà plus que doublé entre 2007 et 2018. Il devrait passer de 275 000 à 500 000 voyageurs. Ces chiffres peuvent donner l'illusion de la démocratisation des vols aériens. Or, en France, une étude récente de la Direction générale de l'aviation civile rapporte que les classes supérieures, cadres, professions intermédiaires et indépendants représentent 50% des passagers, alors qu'elles ne pèsent que 28% de la population totale. À l'inverse, seuls 2% des passagers en avion sont ouvriers, alors qu'ils représentent 11,8% de la population sur le secteur. De quoi rappeler que la démocratisation mise en avant par le hobby de l'aérien est très relative. Ce qui fait la différence dans le fait de prendre l'avion ou pas, ce ne sont pas les 50 € du billet Paris-Marrakech, mais la possibilité effective de partir en vacances, temps libre, pas de proches dont il faut s'occuper, sur le budget et sur le lieu de vacances. Juste un expert des questions aériennes au Ship Project, un think tank consacré aux questions environnementales. Au niveau économique, de plus, l'utilisation des données publiques manque de rigueur. Au lieu de jouer de la complémentarité entre les aéroports de Deauville, Caen, Le Havre et Rouen, on privilégie la concurrence. 10 millions d'euros pour l'aéroport de Deauville et 11 millions d'euros uniquement pour l'allongement de la piste de l'aéroport de Caen-Carpiquet. Sans compter les coûts d'agrandissement de l'aérogare, des différents parkings, des véhicules ou avions plus volumineux. Pour information, l'aéroport de Nantes avance 40 millions d'euros pour un allongement de piste comparable. Il y a 50 mètres de différence. On est 4 fois moins cher. On peut se dire qu'à l'orée des travaux, on sera sûrement à beaucoup plus d'11 millions au final. La Cour des comptes a relevé que notre pays comptait trop d'aéroports et que la plupart étaient en déficit. Nous, entre Caen et Deauville, on a 42 km. C'est peu. L'Allemagne en compte 3 fois moins sans que cela nuise à son activité économique. Avec 4 aéroports à elle seule, la Normandie est un cas d'école. La Cour des comptes a également stipulé qu'au-dessus d'1 million de passagers, un aéroport ne peut être rentable. Au-dessous, excusez-moi. Le rapport d'activité de l'aéroport de Caen-Carpiquet indique une subvention de 720 000 € pour un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros. D'autre part, dans la concertation publique sur l'allongement de la piste, l'argument évoqué porte sur la nécessité d'accueillir des avions plus gros. Accueil d'avions de 100 places au lieu de 70 places actuellement, sur les lignes régulières, à aujourd'hui. La compagnie Volotea utilise des B717 de 125 places et des A319 de 140 places. Hop utilise des EM 190 de 100 sièges. Les autres compagnies sur différentes destinations utilisent des ATR 72 sièges et des avions plus petits. L'argument d'allongement de la piste pour les avions de 100 places est donc non fondé, car déjà possible en réalité, et même avec des avions au nombre de sièges supérieur. Enfin, dans le contexte d'urgence climatique qui est le nôtre, les incohérences dans les politiques environnementales sont irresponsables. Comment l'agglomération de Caen-la-Mer peut-elle à la fois voter un PLU dans lequel elle s'engage à protéger les terres agricoles et bétonner des terres agricoles pour allonger la piste de l'aéroport ? 24 hectares artificialisés et qui sont de très très bonnes terres agricoles. Et 3 exploitations agricoles mises en danger. Comment l'agglomération de Caen-la-Mer peut-elle à la fois mettre en avant ses efforts pour l'environnement et défendre le projet de l'allongement de la piste de l'aéroport de Carpiquet ?
Plutôt que de regarder ailleurs quand la maison brûle, facilitons le déplacement en train, développons les formes de travail à distance, conservons nos terres agricoles, contrôlons le respect des couloirs aériens actuels, vérifions la qualité de l'air et le niveau des nuisances sonores, créons des emplois verts, agissons avant qu'il ne soit trop tard pour préserver notre environnement et transmettre à nos enfants et nos petits-enfants un monde plus vivable. Voilà. Ok, donc moi, en quelques mots, je vais vous donner quelques informations sur ce qui se joue au national, parce qu'en fait, on a découvert au fil de notre combat qu'on était loin d'être tout seul, isolé, dans ces démarches de contestation de ces formes de développement de l'aérien. Et du coup, on a pris contact avec une structure qui s'appelle Notre Affaire à tous, qui a été une des 3 ONG qui a mis en place la pétition avec l'affaire du siècle, qui a été très importante et qui nous a beaucoup soutenus dans toute la partie juridique et qui nous a mis en relation avec plusieurs réseaux à Marseille, à Bordeaux, à Roissy 2, à Toulouse, qui sont dans les mêmes logiques. Et ça nous a permis de constater que, bah oui, il y avait, bien au-delà de notre combat local, des liens qui pouvaient se constituer avec ces groupes-là. Donc ça, c'était important pour nous. Ces groupes-là, d'ailleurs, qui ne fonctionnent pas tout le temps sur le même mode en termes de type d'action, ils sont peut-être plus jeunes que nous, sans doute, et du coup, il y a beaucoup de ces groupes qui fonctionnent sur le mode de la désobéissance civile, qui interviennent sur les tarmacs, qui s'enchaînent. Donc il y a un boulot là, il y a une forme de militantisme très Extinction Rebellion, si vous connaissez, qui s'est mis en place sur ces enjeux-là. C'est une première chose que je souhaitais vous dire. Il y a d'autres types de combats, donc j'ai regardé un peu après comment ça se passait sur la question de l'aviation en général. Il y a d'autres types de combats qui sont menés. Par exemple, il y en a un qui est étonnant, qui est intéressant sur l'aspect juridique. Là, il y a 18 assos qui ont déposé au Conseil d'État une demande d'application de la législation européenne sur la question du bruit. Et qui c'est en cours. Donc ça, c'est une autre forme de combat qui est mis en place actuellement, strictement juridique, qui essaie de faire en sorte que les lois européennes soient appliquées en France. Ce serait pas mal. Une autre forme de combat encore, c'est celle qui a été initiée en lien avec les conclusions de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne avait proposé que alors Pascal aide-moi, que je ne me trompe pas dans l'ordre, que ou peut-être tu sais peut-être Marc, que les trains, que les avions, que les trajets en train voilà, inférieurs à 4 heures puissent être prioritaires par rapport au vol aérien à l'intérieur. Donc il y avait là une possibilité vraiment de penser que les lignes intérieures allaient donc, les trajets en avion allaient être réduits. Or, la loi climat a réduit considérablement puisqu'elle l'a mis à 2h30. Donc 2h30, ça veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'impact de ce type de... Mais bon, il y a eu là aussi une autre forme de conflit qui s'est mis en place et puis qui peut-être va pouvoir se reproduire plus tard. J'ai regardé aussi ce que faisait... Alors il y a quand même l'Europe qui, en juillet dernier, là, il y a un mois, a avancé sur la question de la taxation sur le kérosène. Le kérosène n'est pas taxé. Et donc, du coup, il y a une levée de bouclier, bien sûr, de l'ensemble des compagnies, mais ils ont l'air d'y tenir. Alors, il va falloir voir comment ça va évoluer et de quelle façon, en fait, il va y avoir une sorte de justice fiscale balbutiante qui va pouvoir démarrer sur ces enjeux-là. Mais ça, c'est lié à des boulots menés par les assos et les ONG depuis des années. Ça n'arrive pas comme ça, vous le savez bien. C'est ce que tout à l'heure tu t'évoquais sur le combat incessant. Puis pour finir, j'ai regardé un peu ce que Shift Project, là, qu'a évoqué tout à l'heure Pascal, qui est un think tank qui est dédié à l'innovation et à la transition écologique. J'ai regardé un peu quelles étaient les mesures de décarbonation qui pouvaient être activées rapidement au niveau national. Et j'ai été surpris parce qu'en fait, ça rejoint une partie du propos que tenait tout à l'heure Gérard sur la responsabilité individuelle qu'on a les uns et les autres de réfléchir autrement nos modes de déplacement. Ils évoquent en fait ce qu'ils appellent des mesures de sobriété à court terme
qui en fait regardent chacun. Et par exemple, ils évoquent le fait de constituer, un peu comme la flotte, des collectifs citoyens d'usagers des transports aériens, qui n'existent pas pour l'instant. Ils évoquent l'usage, la question de la façon qu'on a de penser, parce que l'avion, c'est quand même, pour nous, une sacrée liberté, un rapport à la découverte, c'est quelque chose qui a été très important dans nos sociétés, culturellement. Donc il y a une discussion sur la façon d'utiliser l'avion. Et donc il propose des façons différentes d'utiliser l'avion, de réfléchir au regard du nombre de jours. Il y a des choses intéressantes sur la façon d'utiliser l'avion qui sont posées là. Voilà. Alors, c'est entre les trains et les bus. La SNCF a acheté Blablacar, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Parce que. Est-ce que la SNCF a acheté Blablacar? N'hésitez pas, parce que... Blablacar a racheté Ouibus. Oui. Donc Blablacar a racheté un morceau des SNCF. C'est assez cocasse. D'accord. Voilà. Donc, parce que quand ne serait-ce que pour venir à cette marche, j'ai été confronté à prendre les transports. Et par ce principe, je n'ai pas pris l'avion. Et je pense que, alors là, ça sera une question pour l'avion. Pourquoi et comment ils arrivent à avoir des prix si faibles par rapport au train, entre autres, et aussi, alors par rapport au bus, par rapport au train, en gros, c'est à peu près la moitié du prix du train. C'est-à-dire que Marseille-Paris va coûter moins cher en bus que Paris-Charles. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi... comment se fait-il qu'on arrive à des aberrations comme ça quand on voit le prix... qu'est-ce qui permet de telles différences de tarifs entre l'avion, le bus et le train? Et finalement, pourquoi les plus pourris écologiquement sont les moins chers? Et est-ce que ce n'est pas un problème aussi à régler pour que les gens soient plutôt actés vers des transports plus... qui prennent moins d'énergie? Ouais, sur cette différence de prix, effectivement, parce que je répète la question, je me souviens de ce que tu as dit, Béatrice. Donc pourquoi effectivement les modes les plus énergivores, les plus écologiques sont moins coûteux au niveau de l'achat du billet que les modes plus vertueux? Effectivement, dans les freins à l'utilisation du train, comme tu dis, le prix c'est effectivement essentiel. Là, il faut savoir que le Sénat vient de voter l'abaissement de la TVA pour les billets de train, qui est actuellement à 10% à 5,5. Donc déjà, ça va dans le bon sens, mais il se peut effectivement qu'en deuxième lecture à l'Assemblée, ce soit remis en cause. Le gouvernement s'oppose à cet abaissement de la TVA sur les billets de train, alors qu'effectivement, c'est une des mesures de la Convention citoyenne sur le climat. C'est clair qu'il y a un problème de fiscalité écologique en France. Je crois que c'est un peu, pour répondre à ta question, c'est clair qu'il y a un boulot à mener là-dessus. Et qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'aéroports et aériens touchent des subventions. Ils sont beaucoup subventionnés. Il y a plus de la moitié des aéroports en France qui sont déficitaires. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui compense. Donc il y a beaucoup d'aéroports pour avoir des passagers. Ils font des prix low cost. Là, derrière, c'est tous les impôts, tout ça, qui payent. S'il n'y avait plus de subventions sur les aéroports, on ne risquerait pas de même. Plus la question que j'ai évoquée sur le kérosène, qui fait qu'il n'y a pas les mêmes taxes sur le kérosène que sur le... Donc, ce qui fait que le billet d'avion devrait évoluer et s'élever normalement dans les années qui viennent. Mais la différence, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi ils sont capables de faire des tarifs aussi bas. Là, j'ai un peu moins de pas comment dire, que les temps de car au niveau SNCF, sur la tarification, c'est ce qu'ils appellent maintenant, avant, la SNCF, c'est une tarification kilométrique. C'est-à-dire qu'un kilomètre, c'était tant d'euros, et si tu veux, c'était dégressif, plus aller loin. Et maintenant, en fait, c'est ce qu'on appelle, comme l'aérien, c'est le yield management, en fait. Ça, je peux en anglais sous ce terme. Il module, en fait, les tarifs en fonction du remplissage des trains, et du coup, effectivement, voilà, l'idée, c'est de se faire du pognon aussi un maximum.
Est-ce que tu peux juste ne pas bouger? Pardon. Il n'y a pas de souci. Pourquoi les subventions sont fléchées vers les aéroports qui sont déficitaires? C'est vraiment aberrant, ça. Je crois qu'il y a c'est au niveau de nos élus. Et c'est le gros problème. Ils veulent le leadership. C'est beaucoup les départements, ils veulent avoir leur aéroport. C'est une question politique. C'est une question d'élu. Celui qui arrive à avoir un aéroport, bah, voilà. Voilà. Et puis qui ne sont pas forcément déficitaires. À partir du moment où ils ne payent aucun investissement, c'est la collectivité publique qui investit ses deniers pour payer tous les travaux, les aménagements, les agrandissements. Quand on gère que le bon côté des choses, c'est pas compliqué. Hein. Puis si je peux me permettre, tu vois, c'est pareil pour les routes, tu vois, tu as vraiment le mythe du désenclavement, enfin c'est des vieilles idées aussi, tu vois, c'est les arguments, tu vois, l'autoroute A28, en fait, il y avait très peu de trafic, mais tous les élus de tous bords ont réclamé la 28, qui a été pareil, des sommes colossales, etc. C'est parce que voilà, c'est le mythe du développement économique, c'est les vieilles visions d'aménagement du territoire, du temps de Pasqua qui disait qu'il faut qu'aucun Français soit à moins de 45 minutes d'une infrastructure routière 2 fois 2 voies, enfin, voilà, c'est des vieilles, voilà, les mythes du désenclavement, mythes du développement économique. Et puis quand on se rend compte qu'au lieu de développer l'économie au travers des entreprises pour avoir de l'emploi, on ne voit plus aujourd'hui que par le tourisme. Il faut amener des touristes dans la région. Par contre, il n'y a pas de boulot, il y a pour les gens qui habitent dans le coin, mais il y a des touristes. Ça, c'est des arguments, le tourisme, avec les plages du Barquement, qui nous ravachent à longueur d'année. Est-ce qu'ils ne veulent pas faire dans le camp un aéroport bis de Paris? Non. Bon, non, je pense pas quand même. Non, je pense pas quand même. Alors, il y a un autre élément sous-jacent, est-ce que c'est vrai ou pas? Amazon s'installe quelque temps. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, ils n'auront pas besoin de fret par avion? Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas le... Qu'est-ce qui explique la concurrence entre Deauville et Caen, puisqu'on est quand même sur la même... on est en Normandie, quoi. Pourquoi se faire concurrence? Pourquoi ne pas être plus complémentaire? Parce qu'elle a répondu, hein, c'est un problème de volonté politique. Il faut que chaque ville, il faut, du point de vue des élus locaux, que chaque ville ait sa propre infrastructure. Ça va pas plus loin que ça. Hein. C'est pas lié à des effets, à des éléments super rationnels. C'est fait à... arguments, du coup, ils invoquent arguments... Donc ils sont en concurrence. Hein. Comment? Donc il y a concurrence réelle. De temps qu'à Deauville, ils ont augmenté aussi la capacité. Je vais revenir au chemin de fer. Tu as présenté 2 cartes intéressantes au tout début. La carte du réseau en 1938 et puis l'état actuel où c'est complètement désertifié. Est-ce qu'il existe une carte des lignes qui seraient bonnes, qui seraient possibles de réhabiliter? Parce qu'elles n'ont pas toutes été détruites? Non, elles n'ont pas toutes été détruites. Bon, il n'y en a plus beaucoup qui sont encore en place. Toi, Canflair, en fait, si vous prenez la voie verte, si vous faites du vélo, ce qu'on appelle la vélo française, la voie existe encore. Mais ça, c'est vraiment un combat associatif, syndical, politique de 10 ans. Il a fallu aller au cabinet du ministre des Transports, c'est à l'époque Jean-Claude Guessot qui a un moment interrompu la procédure qui permet le déclassement de la ligne, la vente et puis la destruction. Il a failli faire, Pascal parlait de l'arme du recours contentieux, du juridique pour faire avancer les choses. Il a fallu faire des recours juridiques. Il y a eu une décision de la Cour d'appel de Nantes qui a cassé la décision de la SNCF Réseau et la FF à l'époque de déclasser la ligne. Enfin, c'est un gros boulot. Il y a plus beaucoup de voies effectivement qui sont encore en place. Maintenant, la note positive, grâce au boulot de la FNOT, notamment juridique encore une fois, SNCF Réseau avant, ils cédaient, ils vendaient. Tu vois, maintenant, en fait, ils restent propriétaires des emprises. C'est-à-dire quand ils aménagent une voie verte, ils passent une convention d'occupation temporaire du domaine public avec les collectivités. Et par exemple, sur 20-30 ans, du coup, la collectivité fait sa voie verte, ils enlèvent les rails, ils enlèvent les installations. Mais effectivement, le linéaire reste dans le patrimoine de SNCF Réseau au cas où il y aurait une révolution
révolution écologique, transition écologique en matière de transport pour pouvoir mettre du train. Bon, après, dans les faits, ce sera compliqué parce que c'est vrai que les gens s'approprient l'espace. Les gens qui apprécient effectivement la voie verte, si tu leur dis du jour au lendemain, on met des trains, on va penser. Donc, tu n'as pas de cartographie qui existe. Maintenant, les lignes qui sont encore en place sous les ronds, on les compte sur la doigt de la main. Mais effectivement, ça avance dans le bon sens avec ce que je viens de te dire. Parce que c'est un argument que j'entends dans des discussions où des gens me disent mais tu te rends pas compte, remettre des lignes, financièrement, c'est complètement impossible. Et puis en plus, il y a un autre argument que j'ai entendu qui est de dire ok, un aéroport ici et un autre là, c'est embêtant. Les avions, ça fait du CO2, ok, mais entre les deux, il n'y a pas de dégâts écologiques. Ça, c'est le genre d'argument que j'ai déjà entendu. C'est pas facile à répondre. Alors, l'intérêt, tu vois, des réouvertures de lignes, c'est clair, la région Normandie, c'est une des régions, il y a eu un rapport du Césaire, une des régions qui bétonne le plus. Et c'est vrai que quand nous, on milite pour des réouvertures de voies ferrées, c'est qu'on utilise effectivement des entreprises existantes. Donc ça, c'est un sacré avantage. Parce que c'est clair qu'effectivement, tu fais une LGV, maintenant, c'est plus en l'air du temps non plus, maintenant, c'est vrai que c'est la réhabilitation du réseau classique. C'est vrai qu'il y a clairement un effet de consommation d'espace, de coupure des milieux naturels, même si effectivement l'emprise d'une voie ferrée est toujours moindre qu'une route à 2 fois 2 voies ou qu'une autoroute. Mais voilà, effectivement, cet argument-là, de coupure, enfin, chacun juge. Le maillage, on a vu donc le maillage des trains entre 1930 et ça, et aujourd'hui, donc il est beaucoup moins dense. Mais en termes de nombre de passagers, est-ce que ça a également chuté ou est-ce qu'il y a une concentration sur les lignes encore existantes? Ah bah oui, tu as des, si tu veux, en fait, les voies ferrées, pour faire parler technique, c'est classé en groupe UIC, si tu veux, en termes de fréquentation, de tonnage, de circulation. C'est clair, si tu veux, bah voilà, il y a des lignes comme je pense la partie sud de la ligne Caen-Rennes, entre Granville et Avranches, de Bretagne, il n'y a pas grand monde. C'est clair que ce qui tire le wagon, c'est Paris-Rouen et puis c'est Paris-Caen. Donc effectivement, oui. Mais après, c'est vrai que souvent, tu vois, c'est une question que Béatrice me posait en disant mais quel est l'intérêt de faire rouler des trains vides? Il faut toujours se poser la question, en fait, pourquoi les trains sont vides. En fait, quand on veut tuer son chien, dès qu'il a la rage, on a tout organisé, des correspondances ratées, c'est aussi des choix qui sont faits, tu vois. Les élus locaux dans la Manche, ils développent un projet de 2 fois 2 voies entre Saint-Lô et Coutances. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui va venir concurrencer la voie ferrée et qui va venir encore vider les trains davantage. Donc, voilà, il faut toujours... en termes de fréquentation de ligne, il faut toujours se poser la question pourquoi le fait qu'il y ait 3 personnes dans le train. Ça peut être aussi des lignes de bus concurrentes et parallèles. Voilà, on va avoir une réflexion. En Suisse, entre différents petits villages, comme quand on prend le bus en France, ils appuient sur le bouton stop parce que c'est une bonne idée. C'est si personne dans la rame appuie sur stop, le train poursuit son chemin, ne s'arrête pas. Est-ce que ça, c'est une bonne solution? C'est de l'arrêt facultatif, en fait. Oui. Ouais, c'est sur des lignes, effectivement, implémentées, tu vois. C'est le cas des chemins de fer corse. D'accord. Bon, effectivement, tu ne vas pas faire ça sur du Paris-Caen direct, mais oui, effectivement, c'est des choses, effectivement, il ne faut pas fermer la porte à ça. Il faut faire quelque chose qui colle le plus aux besoins et à la demande. Oui, j'ai vu ça en Corse, je suis allée l'été dernier, effectivement, dans le train, il y a un train qui fait du nord au sud déjà, et effectivement, il y a des arrêts juste un petit cabanon adapté sur ça, super en trafic. Il y a des lignes, justement, le contrôleur, en fait, quand il regarde le billet des gens, il sait qu'il y a une personne qui va s'arrêter à un arrêt comme ça, facultatif, il va le dire au conducteur, qui va marquer l'arrêt, ou alors, effectivement, en tout cas, la personne fait signe. On a vu ça, je suis pas. Du coup, je suis militant privat. Je voudrais savoir si vous ne pensez pas, en tant que militant anti-aéroport, qu'il serait temps aussi d'annoncer en fait la fin des aéroports. Et vu l'urgence climatique dans laquelle on est, le GIEC il nous annonce d'ici 2030 un point de non-retour à 1,5 degré. Je ne sais pas, mais c'est pas tant si c'est des vraies questions de totalement appeler à l'arrêt de l'aviation touristique en fait. Ah oui, chez moi, mais est-ce que du coup, à force d'essayer d'avoir des petites choses, on ne tire pas nous-mêmes une balle dans le pied et sans garde à rien en face, je pense que, d'autant plus que ça profite qu'au pluriel, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il serait carrément temps d'appeler à l'arrêt total de l'aviation touristique.
mais bon, les vols internationaux, c'est vrai que c'est beaucoup de gens visitent les pays étrangers, ça. Aux gens de comprendre, tiens, pourquoi visiter, faire 12 heures d'avion pour aller voir quelque chose, est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est. Ah non, ça l'est pas. Mais après, il y a encore beaucoup de problèmes, tout ce qui est d'actualité, les Américains qui ont commencé des vols privés pour aller en apesanteur. Donc eux, ils ont fait les. Ah non, mais on en fait la publicité à la télé, c'est un exploit, c'est presque un exploit. Alors ils ont bouffé des tonnes de carbone, des tonnes de CO2, c'est un exploit. Donc on n'est pas prêt d'arrêter l'avion, parce qu'on peut aller, au contraire, on va envoyer des fusées pour aller presque sur la Lune, aller visiter la Lune pendant 2 jours. Non, c'était juste pour placer le curseur vraiment au bon endroit, parce que là c'est tellement urgent. Oui, mais tout pendant qu'il y aura de la demande, les compagnies continueront, tout pendant qu'il y aura de la demande. Si plus personne prend l'avion, beaucoup moins, il y aura moins d'avion. C'est obligé. La question, c'est souvent la petite distance qui est la première à discuter. Ah oui, d'accord. C'est celle justement qui peut être une alternative par train peut être envisageable. C'est pour ça que la Convention citoyenne avait posé cette possibilité. Si déjà on commence à travailler sur ces enjeux-là, il y a une grande fréquence d'usage potentiel, encore que avec les visioconférences et puis le Covid, il y a peut-être des changements de comportement culturel qui vont évoluer. Néanmoins, pour être honnête, moi j'aimerais bien continuer de temps en temps à aller en Inde ou en Équateur. Pas toi, mais moi, j'ai 65 ans, j'ai pas vu le monde encore, donc tu vois, j'aimerais bien. Ça a bouffé tout ton quota carbone pour l'année, ça il faudrait vraiment. Et voilà, et du coup, la discussion que j'ai pas conclue tout à l'heure sur la sobriété individuelle, c'est que c'est vrai qu'il y a des quotas, il y a des pourcentages, des usages et des limites à l'usage. Ce qui fait d'ailleurs que les mecs qui sont très riches ne puissent pas déborder. Donc, ça, c'est peut-être des choses intéressantes, mais il faudrait qu'il y ait un consensus énorme sur lequel on n'est pas prêt d'aboutir, mais néanmoins, c'est vrai que ça concerne l'individu dans sa réflexion personnelle. Justement, avec tout ce qui est téléworking et Covid, est-ce qu'on ne se retrouve pas une diminution quand même importante de l'aviation qui risque de diminuer sur... Est-ce qu'on voit ça poindre ou est-ce que ça redémarre aussi vite? Je ne sais pas, c'est des stats qui ne doivent pas encore être bien. Est-ce qu'elles ont été déjà mises en calcul? Je sais pas. C'est que pour le ferroviaire, effectivement, la direction SNCF est inquiète par ce phénomène. Donc, c'est clair, le télétravail, enfin, il y a une chute sur les transports du quotidien, ça bat complètement les cartes, clairement. Et c'est vrai que malheureusement, les gens reprennent la voiture aussi par crainte des contaminations. Ça, c'est clair, c'est un phénomène qui a été observé au niveau reprise du trafic, c'est quand même difficile, quoi. Il faut revoir les stats, ça reprogresse un petit peu avec les vacances. Ce que tu disais là sur le fait effectivement d'arrêter de prendre l'avion, moi c'est vrai que c'est vraiment la responsabilité des élus aussi. C'est vrai que le monde d'après, le monde d'après, en fait, on voit que rien ne change. Toi, en matière d'infrastructure de transport, il y a une règle qui s'applique, notamment en matière d'infrastructure routière. C'est un ancien patron de la DATAR qui disait, Jean-Louis Guigou, il disait les investissements d'aujourd'hui sont les trafics de demain. Là, tu vois, quand tu tournes autour du droit, tu mets 1 milliard d'euros dans les routes, en fait, ça va encore favoriser la situation du routier. C'est un contournement autoroutier, c'est une 2 fois 2 voies, après quand ce sera saturé, on fera une 2 fois 3 voies, enfin c'est une fuite sans fin, quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment la responsabilité des élus aussi de dire, voilà, est-ce qu'on peut continuer, vu l'urgence climatique, à aller dans ces directions-là sur les modes les plus émetteurs de gaz à effet de serre, quoi. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Après, voilà, c'est difficile. C'est plus, je pense, la responsabilité des élus, et puis avec la mobilisation de la société civile. Pour moi, sans l'action associative et individuelle, c'est tout. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, une des premières mesures à faire, c'est la taxation du kérosène? C'est en route. Ça semble engagé. Ça semble partir. Ça semble engagé, depuis le mois de juillet. C'est une augmentation de combien? Ah, je sais pas, j'ai pas lu, mais Bruxelles a l'air de dire qu'ils veulent, malgré la condition des compagnies aériennes, ils veulent un peu rétablir l'équilibre entre la fiscalité espagnole, entre autres, et puis... Parce que, je dirais, l'augmentation du prix du gasoil pour les bagnoles, ça effectivement, ça pénalise pas mal de gens qui sont obligés de trouver une solution pour prendre leur bagnole, pour aller bosser, par exemple.
L'avion, on n'est pas dans on n'a pas ce problème social. Affaire à suivre, je ne sais pas comment. Un des fléaux de ce pays, c'est la corruption de certains élus. Ce que vous avez cité par rapport à la Cour des comptes, c'est très intéressant. Sur ce sujet et tant d'autres, malheureusement, ils n'ont pas un pouvoir de pouvoir amender des élus. Ça donne ça. Je pense que plein de gens ne veulent plus, parce que certains aéroports qui soient déficitaires et autant de subventions, c'est pas normal. Ça fait des décennies que le ministère de la Justice n'a pas les moyens, n'a pas le budget nécessaire pour travailler, et ça, c'est pas normal. Que certains élus doivent faire toutes les conneries. C'est l'argent de tout le monde, l'argent des générations futures, c'est pas normal.